Ouais, donc on se lance dans le chapitre 7. Nouveau chapitre, nouvelle matière, nouvelle notion. Pour bien commencer ce chapitre-là, il va falloir qu'on se donne quelques définitions pour savoir de quoi on parle avant de se lancer dans le vif du sujet. Donc, chapitre 7, on va parler de réseau de flow. 7.1, on explique un peu c'est quoi le réseau de flow, c'est quoi les notions qu'il y a à connaître dans ce réseau-là. Donc, on commence avec plusieurs définitions. Là. Ça va être beaucoup de définitions, beaucoup de nouveaux termes qu'on va revoir dans des réseaux éventuellement pour les réseaux de flow. Donc, première définition, celle du réseau de flow. C'est quelque chose qui nous est nécessaire dans ce cas-ci. On veut savoir c'est quoi un réseau de flow pour commencer à travailler là-dessus. Mais un réseau de flow, c'est très simple. Ce sera un réseau qui est orienté. Et ce réseau-là orienté, ben, chacun de ses arcs va recevoir un flow. Un flow, c'est quoi? Ben, ce sera une quantité d'une certaine unité qui va se déplacer à l'intérieur de notre arc. On utilise ces réseaux-là notamment pour représenter du trafic dans le réseau routier. On utilise aussi ça pour représenter de la circulation de fluide dans des conduites. On peut utiliser ça en fait de n'importe quand, en autant qu'on ait des unités qui circulent d'une place vers une autre par plusieurs points intéressants, plusieurs sommets pour nous dans ce cas-ci. Ensuite de ça, on définit ce que c'est la source. La source, c'est le nouveau nom qu'on va donner au premier sommet de notre réseau. Premier sommet du réseau de flow, c'est celui qu'on appelle la source. On va noter ce sommet-là S, grand S. De cette façon-là, on va savoir d'où est-ce qu'on part. Et ben, c'est très simple, hein? Une source, qu'est-ce que c'est? C'est le premier sommet, donc c'est de là que le flow va partir au départ de notre réseau de flow. Il n'y a rien qui entre dans notre source, c'est de la source que tout sort. Donc c'est seulement une place où on va avoir des arcs sortants, aucun arc entrant pour ce sommet-là. Ensuite de ça, on va avoir de l'autre côté, complètement à l'opposé, le puits. Le puits, c'est quoi? Ben, c'est notre dernier sommet dans le réseau de flow. On le note P majuscule. Et ben, c'est le sommet vers lequel on s'en va. C'est vers là que nos unités, que notre flow va circuler. On veut se rendre jusqu'à la fin du réseau, jusqu'à notre puits dans ce contexte-ci. Ensuite de ça, ben, tous les autres sommets, ce seront des sommets de transbordement. En gros, c'est juste un terme pour dire qu'on va traficoter un peu notre flow à l'intérieur des autres sommets pour se rendre jusqu'à la fin sans trop de problèmes. On définit par la suite ce qui s'appelle la capacité de transmission d'un flow. Ce que c'est la capacité de transmission d'un flow, c'est tout simplement le flow maximal qu'un arc va pouvoir transporter. Souvenez-vous, dans notre chapitre 5, lorsqu'on parlait de l'algorithme de Kruskal, dans cette section-ci, dans l'algorithme de Kruskal, on avait une station d'essence avec 9 autres stations. Puis on avait des conduites qui ne pouvaient pas contenir plus qu'une certaine quantité de pétrole parce que les conduites allaient exploser. Mais c'est exactement ce dont on parle quand on parle de la capacité de transmission d'un flow. On ne peut pas dépasser ce flow-là, sinon l'arc va exploser, notre conduite va exploser. Il faut faire attention à ça. Capacité de transmission, c'est ce qu'on note U indice IJ. U indice IJ, le I, c'est le sommet duquel on part, le J, c'est le sommet vers lequel on s'en va. On devrait commencer à être habitué avec ces notations-là, de toute façon, rendues ici. Ensuite de ça, on va parler ensemble de ce qu'est un flow valide. On a défini ce qu'étaient les sommets de transbordement. Le flow valide, ce que ça va être, c'est en réalité, c'est une qualité qu'on donne à un flow à un certain sommet. Cette qualité-là, on la donne à ce sommet-là lorsque ce qui entre correspond à ce qui sort. Tout ce qui entre dans un sommet de transbordement doit sortir. Et tout ce qui est sorti d'un sommet de transbordement doit y être entré. On ne peut pas faire apparaître du nouveau flow comme ça à n'importe quel moment. Ce qui va entrer dans un sommet va devoir sortir de ce sommet-là et vice-versa. Donc, il faut être certain que ce qui rentre correspond à ce qui sort pour que notre flow soit valide. On mentionne quand même que ce flow-là, le flow valide, on peut le donner seulement qu'au sommet de transbordement. C'est normal, la source, on l'a dit tantôt, il n'y a rien qui entre dans la source. Tout ce qui se passe à la source, c'est qu'il y a du flow qui sort. Donc c'est nécessaire, c'est certain qu'il n'y aura pas de flow valide pour la source. Même chose pour le puits. Le puits, c'est là où le flow atterrit à la fin. C'est là où le flow va terminer son chemin. Il n'y a rien qui sort d'un puits. Donc le puits, il n'y a pas de sens d'avoir un flow valide pour un puits, parce qu'il n'y a rien qui sort
non plus de ce puits-là. Ensuite, après le flot valide, on a aussi le flot maximal d'une source. Donc, on disait que le flot valide, on ne peut pas en parler pour la source et pour le puits. On a une autre définition pour les autres. Donc, pour la source, le flot maximal, ce sera la somme des capacités de nos arcs qui en sortent. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on va faire tout à l'heure, les trois arcs qui sortent de ma source 1, 5, 8 et 4, si je les additionne, ça me donne le flot maximal de ma source. Ça représente le maximum de flot que je peux sortir de ma source avec les conduites que j'ai devant moi. Je ne pourrais pas faire sortir 9 unités de flot dans l'arc de 1 à 4 parce que ma conduite exploserait. Je ne pourrais pas en faire sortir 6 de 1 à 2, je ne pourrais pas en faire sortir 5 de 1 à 3, donc je dois m'assurer que ce qui sort de la source ne dépasse pas 5 plus 8 plus 4, sinon ça ne fonctionne plus. De l'autre côté pour le puits, le flot maximal d'un puits, même principe, ce sera la somme des capacités des arcs qui entrent dans notre puits. Dans notre exemple ici, l'arc 8 à 11, 9 à 11, 10 à 11, ce sont les arcs entrants, donc il va falloir les additionner ici pour savoir qu'est-ce que ça donne dans ce cas-ci. Finalement, le flot maximal d'un réseau, ben, ça va tout simplement là, être la quantité de flot qui va être acheminée de la source au puits. Et cette quantité-là, si elle est maximale, on va l'appeler le flot maximal. Donc pour ça, on doit indiquer qu'est-ce que c'est le flot qui est transmis, la quantité de flot qui est acheminée plutôt de la source au puits. Cette quantité-là, on va l'indiquer, on va la noter petit v. Et lorsqu'elle est maximale, ben, on va la noter v étoile pour indiquer là, que c'est une solution qui est optimale dans le problème actuel. On va regarder ces trois définitions-là à l'intérieur d'un exemple, juste pour bien situer qu'est-ce qui se passe. Puis, ensuite de ça, on continuera avec la suite. Donc, dans cet exemple-là, exemple 7.1.1, vous avez déjà les solutions. Je vais vous montrer quand même comment est-ce qu'on a calculé ça, comment est-ce qu'on y est arrivé. Dans ce cas-ci, le flot maximal de la source, c'est la somme de nos trois arcs. 5 plus 8 plus 4. 5 plus 8 égale 13, plus 4 égale 17. Donc, c'est de là que sort le 17 que vous avez dans vos notes. C'est le flot maximal de la source. Ça veut dire qu'il n'y aura pas plus que 17 unités de flot qui vont sortir de ma source. Sinon, c'est certain que j'ai au moins une de mes conduites qui explose à ce stade-ci. Ensuite, en B, on cherche le flot maximal du puits. Ben, le flot maximal du puits, c'est la somme des capacités des arcs qui entrent dans notre puits. Donc, l'arc 8, 11, 9, 11, 10, 11. Ces capacités-là sont de 9 plus 8 plus 5. 9 plus 8 égale 17, plus 5 égale 22. C'est de là que vous avez le 22 dans vos notes. Ensuite de ça, on peut s'intéresser à notre flot maximal. Évidemment, pour l'instant, on n'a défini aucun algorithme, aucune méthode pour aller chercher ce flot maximal-là. On a juste dit comment est-ce qu'on allait le noter. Dans ce cas-ci, ce qu'on peut savoir par contre, c'est que le flot maximal, il ne pourra pas dépasser le minimum entre le flot maximal de la source et le flot maximal de notre puits. Parce qu'évidemment, tout ce qui sort de la source doit entrer dans le puits. Si on avait une source qui avait une capacité maximale plus grande que le puits, ben on ne pourrait pas sortir plus que ce que le puits peut recevoir. Donc on va se restreindre à notre plus petit des deux. Et si plutôt la source était plus petite, avait une capacité plus petite que le puits, ben tout ce qui sortirait de la source pourrait être absorbé par le puits et pas plus. Donc on peut quand même vérifier ici que notre flot maximal, V étoile, va être inférieur à 17. Pourquoi? Parce que la source ne peut pas donner plus que 17 dans ce cas-ci. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui pourraient réduire le flot ici. On pourrait notamment avoir un réseau qui est mal rempli. On pourrait avoir des arcs qui font en sorte que nos conduites sont tellement petites que la capacité maximale de la source ne peut pas être acheminée au puits et vice-versa. Donc, on va voir tout ça dans les algorithmes qui s'en viennent, dans les sections qui s'en viennent aussi. Donc, maintenant, on va parler de certaines notions qui vont nous permettre de quantifier qu'est-ce qui se passe dans nos arcs lorsque le flot circule. Premièrement, on va parler du flot circulant dans un arc. Ce flot-là, c'est la quantité de flot qui circule dans l'arc IJ. Ça le dit pas mal. On va noter cette quantité-là, X, IJ, pour indiquer que c'est la quantité qui circule du sommet I jusqu'au sommet J. Et on va l'inscrire dans notre réseau, juste à gauche de notre capacité UIJ. Normalement, là, on va mettre même XIJ sur
UIJ pour indiquer qu'on a une certaine quantité par rapport à notre capacité totale. Cette quantité-là, bien évidemment, elle ne peut jamais être négative. C'est toujours plus grand ou égal à 0. Ensuite de ça, c'est toujours inférieur à la capacité, inférieur ou égal à la capacité de notre arc. C'est normal. On ne peut pas dépasser la capacité totale de l'arc, sinon l'arc explose. Finalement, le flow d'un sommet de transbordement doit être valide. Donc, on doit s'attendre à ce que ce qui entre dans un sommet sort de l'autre côté. On va le vérifier avec cette quantité X et J là, notamment. Ensuite de ça, on va parler de ce qu'on appelle la capacité résiduelle. La capacité résiduelle, en gros, là, c'est juste l'espace qui reste dans un arc. Vous avez une certaine capacité, vous avez une certaine quantité qui circule dans votre arc. Ben, ce qui reste comme espace pour avoir plus de flow, c'est ce qu'on appelle la capacité résiduelle. On va calculer cette capacité-là en faisant justement notre capacité UIJ moins notre quantité XIJ. On va voir qu'est-ce qui reste comme espace dans notre arc à ce moment-ci. Ensuite de ça, on va parler de trois types d'arcs. Des arcs saturés, à flot nul et flottant. Les titres de ces arcs-là sont assez explicites. Lorsqu'on parle d'un arc saturé, ça veut dire que cet arc-là, ben, il est plein. Il n'y a plus d'espace, on ne peut plus rentrer plus de flow dans cet arc-là. En d'autres termes, notre capacité UIJ est égale à la capacité ou à la quantité plutôt qui circule dans notre arc XIJ. Ensuite de ça, de l'autre côté, un flow nul. Un arc à flot nul, c'est assez simple, c'est un arc qui est complètement vide. Il n'y a rien qui circule dans notre arc lorsque notre arc est à flot nul. On indique que le flow est nul lorsque XIJ est égal à 0. Alors, tout simplement, la quantité qui circule est égale à 0. Ça veut dire que notre arc est vide. Finalement, l'arc flottant. Un arc flottant, c'est ni vide ni plein. Ça veut dire qu'il y a de l'espace, mais qu'on n'a pas tout l'espace d'accessible. Donc, notre quantité XIJ est strictement plus grande que 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui circule, mais on est strictement plus petit que la capacité totale, donc on n'est pas plein non plus. Il y a de l'espace encore dans notre arc. Voyons ces définitions-là à l'intérieur d'un exemple, donc l'exemple 7.1.2. Vous avez un réseau qui est complété et on a activé un chemin, une certaine suite de sommets dans lequel on fait circuler un flot. Donc là, notamment ici, on voit que dans l'arc 1 à 2, on a 3 unités de flow qui circulent, 2 à 5, 3 unités de flow, 5 à 8, 3 unités de flow, 8 à 11, 3 unités de flow. Ce qui veut dire que le flow est valide au sommet 2, le flow est valide au sommet 5, le flow est valide au sommet 8. Et on remarque ici que la quantité de flow qui circule dans un arc est bel et bien écrite à gauche de notre capacité, 3 sur 5. On indique le sur 5 pour vraiment voir qu'il nous reste de l'espace dans cet arc-là ici en particulier. On voit ici que la quantité maximale qui peut circuler est égale à 3 unités de flow. Pourquoi? Parce que dans notre chemin, on a l'arc 2,5 qui est égal à, qui est déjà plein, qui est saturé à 3 sur 3. Il n'y a plus rien qui peut rentrer dans l'arc 2,5. Et ce qui rentre dans l'arc 2,5, évidemment, c'est tout ce qui peut sortir de l'autre côté. Donc, on a ici une quantité maximale de flow qui est égale à 3, en effet, parce que l'arc 2,5 est saturé. L'arc 1,2, 5,8, 8,11, ces trois arcs-là sont des arcs à flot, des arcs flottants plutôt, et tous les autres arcs qui n'ont absolument rien qui circule, ça se trouve à être des arcs à flot nul. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice 7.1.3. On veut voir là, finalement là, quelle est la capacité maximale, quelle est la quantité maximale qui peut circuler de la source au puits en utilisant le chemin 1 vers 4, vers 6, vers 10, vers 11. Je vais juste identifier ma source et mon puits, j'avais oublié de le faire. Et je vais identifier le chemin qu'on va faire aussi dans ce cas-ci. Donc on a le chemin 1 vers 4, 4 vers 6, 6 vers 10 et 10 vers 11. Dans ce chemin-là, j'ai l'arc 1-4 qui peut avoir 8 unités de flow, 4-6 qui peut en avoir 6, 6-10 qui peut en avoir 6 et 10-11 qui peut en avoir 5. Le maximum ici, ce sera ce qui va faire en sorte que notre arc 10-11 sera rendu plein. En réalité, là, ce sera le maximum, ce sera le minimum de la capacité de nos arcs. Dans ce cas-ci, je vais réécrire mon 5 pour avoir de l'espace pour le flot circulant. Donc, dans ce cas-ci, 5 sur 5,
5 sur 6, 5 sur 6 et 5 sur 8 pour le premier arc. Avec ça ici, ce chemin-là, ben on pourrait aller l'analyser pour voir premièrement c'est quoi la capacité de chacun de nos arcs, c'est quoi la capacité résiduelle de chacun de nos arcs, et aller vérifier finalement qu'est-ce qui est saturé, qu'est-ce qui est flottant, qu'est-ce qui est pas rempli. Donc on va voir ici premièrement que de 1 à 4, on a 5 unités de flot. De 4 à 6, on a 5 unités de flot. De 6 à 10, 5 aussi. Et de 10 à 11, 5 aussi. C'est normal ici parce que c'est un chemin. Il n'y a rien d'autre qui entre dans ces sommets-là. Ils sont fermés à ce moment-là. Donc ici, on va aller voir la capacité résiduelle de chacun de nos arcs. Pour l'arc 1-4, on a 5 sur 8. Il nous reste 3 unités de flot possibles. 4 à 6, il nous en reste 1 possible. 5 sur 6. 6 à 10, on est aussi à 5 sur 6. Donc 1. Et finalement, 10 à 11. Il n'y a plus d'espace. On est à 5 sur 5. Ce qui veut dire que l'arc 10-11 est un arc saturé. Et la quantité maximale qui circule de la source au puits avec ce chemin-là est de 5 unités de flot dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on vient de voir pas mal ce qu'on avait à voir pour la base du réseau de flot, les définitions, le lexique, surtout les notions de base d'un réseau de flot. On va voir dans le prochain chapitre, dans la prochaine section plutôt, comment aller chercher un flot maximal. On va voir qu'on a des algorithmes qui nous permettent d'aller faire ça. On va voir qu'on peut faire des chaînes d'augmentation avec des méthodes, des étiquettes. Donc on voit tout ça dans la prochaine vidéo.